Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le Président Chadab Souali, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité à parler de la question psychique sur ce débat qui me semble, qui pour moi est tout à fait fondamental. Comme il est inscrit en grand, c'est pour un Maroc plus juste. C'est dans ce sens que je vais être à la fois le praticien et le citoyen. D'ailleurs, je sais l'importance qu'accorde Monsieur le ministre et Monsieur Chouaïbi à la question de la santé mentale. Et je dois dire que la santé mentale, la façon dont les pays traitent la santé mentale, reflète justement le degré d'évolution et de développement de ces sociétés. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler de ce volet psychique qui a été évoqué par M. Chouaïbi, par le représentant de l'OMS, par M. le ministre. Et sans plus attendre, donc vous savez, sur le plan psychique, il y a les souffrances silencieuses que le praticien écoute et il y a les manifestations à grand bruit, comme les troubles de comportement, les délires, etc. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler de cette question, d'abord en parlant des troubles psychiatriques et puis en parlant des troubles qui n'existent pas en fait avant la grossesse, qui apparaissent pendant la grossesse. Pendant les pathologies psychiatriques, elles vont des plus light aux plus graves. Les plus light, ce sont les troubles anxieux qui peuvent s'exacerber très lourdement pendant la grossesse. On voit par exemple des personnalités qui sont habituellement anxieuses se mettre à développer des troubles obsessionnels, des femmes qui se mettent à se laver 20 fois par jour, des gens qui se mettent à prier 30 fois par jour, des gens qui se mettent à vérifier beaucoup de choses et qui ont toutes les angoisses du monde en attendant en vivant cette grossesse. Il y a les états dépressifs. Je ne vais pas énumérer, mais je veux juste vous donner un exemple. Dans les états dépressifs et les états qu'on appelle d'excitation, qu'on appelle nous les états maniaques, je vois des jeunes filles, par exemple, qui dans un état d'excitation, d'une façon tout à fait inconsciente, involontaire, ont un rapport qui dure quelques minutes et qui se retrouvent le lendemain, donc, ou quelques jours après, dans un état de conscience normale ou dépressive et qui ne savent pas ce qu'elles ont fait et qui supplient évidemment de se débarrasser de leur enfant parce qu'elles ne l'ont pas fait en pleine conscience. Il y a les troubles graves dont je vous parlais aussi, ce sont les psychoses comme la schizophrénie et les femmes enceintes dans ce cas, quand ça leur arrive, elles montrent un détachement vis-à-vis de la grossesse, des comportements inappropriés, irréalistes, même dangereux, avec à l'extrême l'infanticide. Il y a beaucoup de choses évidemment, il a été question des déficiences mentales, c'est-à-dire les arriérations, il y a des addictions, etc. Il y a un cas que je voudrais vous citer. D'abord, il est rare, mais plus fréquent dans les pays occidentaux, ce qu'on appelle les dénis de grossesse. Il est rare, mais il est tout à fait significatif. C'est quoi le déni de grossesse? C'est le fait que la grossesse soit niée, qu'il y ait une négation. Il n'y a pas de symptômes de grossesse, le ventre peut ne pas grossir, et la grossesse peut passer complètement inaperçue. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La découverte de la grossesse peut provoquer un très grand choc psychologique, évidemment, et les conséquences sociales que vous imaginez. L'explication, et c'est pour ça que je voulais vous la donner, parce qu'au fond, il y a à la fois une dimension consciente et inconsciente. Consciente, c'est toutes les procédures de dissimulation. Vous savez, toutes les femmes qui dissimulent jusqu'au bout comme ça la grossesse, mais des fois c'est tout à fait inconscient. C'est-à-dire que inconsciemment, il se produit des barrières et des défenses psychiques qui font qui visent à préserver l'honorabilité du groupe et l'intégrité au groupe, comme une puissante stratégie de défense. Alors, en quelques mots, les choses psychiatriques, il y en a beaucoup, mais je ne suis pas là pour énumérer, mais juste pour vous sensibiliser, vous montrer les aspects saillants. Alors, évidemment, il y a les cas les plus fréquents où il n'y a pas de pathologie psychiatrique. C'est des gens comme vous et moi qui ont des petits problèmes anxieux, mais il y en a qui ont, disons, des conflits affectifs, des conflits familiaux. Et on peut voir à ce moment-là, c'est des gens tout à fait normaux, des choses tout à fait surprenantes se développer pendant la grossesse, comme l'indifférence, le détachement, le manque d'amour, le ressentiment, la haine, l'hostilité, un désir de faire mal, de se débarrasser, de tuer l'enfant. Et elles le disent, elles disent qu'elles veulent la mort de cet enfant, évidemment qui vivent quelque chose de très malheureux par manque d'affection, par hostilité, et vous imaginez toute la culpabilité qui les entoure. Donc, en gros, c'est quand même, dans ces cas-là, une vie gâchée avec toutes les conséquences prévisibles pour ces mères. Mais il y a aussi des troubles qui se développent pendant la grossesse. C'est-à-dire, par exemple, il y a des états dépressifs avec un enfermement, avec une solitude, avec des problèmes d'inhibition.
Et il y a, ça a été évoqué, évidemment, les suicides qui sont fréquents. Et ça, bon, il y a des chiffres qui sont discutables. Certains disent que les dépressions peuvent s'améliorer pendant la grossesse ou peuvent ne pas changer. Mais une chose est claire en tout cas, c'est que les dépressions et les suicides s'aggravent dans les cas de mères célibataires, dans les cas de précarité sociale. Et on voit beaucoup de tentatives de suicide chez les adolescents. Et Dr Chreibi a dit que les choses comme ça, les procédures qu'elles peuvent être amenées à accomplir, j'entends des femmes non seulement utiliser des instruments, mais se jeter à terre pour faire partir cette grossesse. Je ne voudrais pas terminer sans attirer l'attention sur les conséquences possibles futures. Le propos d'aujourd'hui, c'est bien sûr la question de la femme. Mais je voudrais attirer l'attention sur le plus long terme. Si l'enfant venait à naître, je tiens à le dire quand même, si l'enfant venait à naître, aujourd'hui, les études donnent une très grande importance à la question des carences affectives. Les carences affectives peuvent donner des enfants inférieurs, de taille inférieure et de cerveau inférieur à leur âge, des troubles de l'apprentissage, des troubles du comportement, un repli sur soi et des psychoses. On parle aujourd'hui beaucoup, on réfléchit aussi beaucoup d'une façon pluridisciplinaire à la question des maltraitances. Les maltraitances qui sont au cœur de recherche des neurosciences, de l'épigénétique, c'est-à-dire du rôle de l'environnement et de la psychanalyse. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'un cerveau qui n'est pas stimulé voit une régression au niveau de la production des neurones. Ça, c'est fondamental. Il faut savoir, et il faut le dire comme ça, qu'un enfant privé d'affection meurt. Il n'est pas seulement un être biologique, donc, mais c'est un être qui est aussi sensible à l'éducation et à l'ensemble des facteurs environnementaux. Et on s'est aperçu qu'en fait, ces facteurs-là jouaient aussi dans la période embryonnaire. C'est ce qui fait dire aussi que le cerveau est aujourd'hui considéré comme un organe neurosocial. Alors, pour conclure, je voudrais dire quelques mots, d'abord sur le fait que le changement de regard sur la parentalité et la question psychologique, elle est fondamentale. Le changement de regard sur la parentalité témoigne d'un changement de société. J'ai essayé, pour ma part, de vous montrer à quel point la question psychique est importante. Donc nous avons à nous pencher sur notre responsabilité et sur des questions, pour le médecin que je suis, des questions ayant trait à la question éthique. Le médecin est face à son acte. Il est seul quand il doit décider. Et il doit répondre à une souffrance, à une attente. Il est face à la vérité d'un discours qui ne se masque pas, alors que dans le social, justement, il est tout en masque. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Face aux lois, le médecin agit face à sa conscience. Alors j'espère pour ma part, que ce débat puisse faire que nos lois soient au plus près de nos consciences. Et je vous remercie. Docteur Philippe, merci à vous.